Dans l'invité de ce mercredi, nous allons parler du Sénégal, évoquer l'affaire Ousmane Sonko. Est-ce une affaire de délit de droit commun ou un procès politique? On ira également du côté du Congo, parler de la présidentielle. Denis Sassou Nguesso est face à 7 autres adversaires. Et puis, les États-Unis, on parlera du procès de Donald Trump que risque l'ancien président américain. Nous allons en parler avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Nioui. Le candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, Ousmane Sonko, est dans de beaux draps. L'acteur politique fait face à une accusation de viol avec arme, une accusation portée contre lui par sa masseuse. L'homme nie les faits. Il affirme que lui-même va déposer plainte contre la plaignante et a refusé depuis lundi de déférer à la convocation de la gendarmerie. Maître Sosa, dans le Sénégal d'aujourd'hui, quand on regarde dans l'appareil politique, Ousmane Sonko fait aujourd'hui office de véritable opposant au président Macky Sall. Est-ce que vous pensez, par rapport à l'affaire à laquelle il fait face aujourd'hui, qu'il pourrait s'agir d'une affaire politique d'abord? Vous savez, à chaque fois, je suis effaré par la tentation de travestir la vérité. À chaque fois qu'il y a une affaire qui implique un politicien, on veut toujours faire de la falsification de la vérité. Je ne la connais pas du tout en ce qui concerne cette affaire, dont je crois ne posséder que les éléments qui sont disponibles actuellement dans la presse, d'accord? Mais cela dit, il faut quand même poser certaines questions à ce monsieur. Oui. Est-ce qu'il connaît la masseuse? Est-ce qu'il a reçu des prestations de massage? Et entre eux, est-ce qu'il y a eu ou pas une relation intime? En soi, ce n'est pas un péché, c'est pas un crime, et c'est même pas un fait qui peut avoir une qualification délictuelle quelconque, d'accord? Donc, s'il estime que cette personne ment sur son compte, il faut à tout le moins, c'est une question d'honneur, qu'il affronte l'enquête et qu'il confonde la personne qui l'accuse. Je crois que ça, c'est le minimum qu'il est recommandé de faire quand la dignité est interpellée à certains niveaux, d'accord? Maintenant, voilà quelqu'un, quel que soit son pédigré politique, c'est pas là le sujet, qui se trouve impliqué dans une affaire de mœurs sur la plainte de quelqu'un qui apparemment le connaît et qui vient dire c'est une affaire politique, je ne vais même pas déférer à la convocation ou à l'invitation de la gendarmerie. On n'a pas dit qu'on va l'arrêter, on a dit il y a une plainte qui a été déposée, un peu comme c'est le cas pour chaque citoyen. Vous devez aider la police judiciaire à faire le clair sur la question. Y a-t-il eu viol? Y a-t-il eu relation sexuelle consentie? Ça s'est passé où? Comment? Et dans quelles circonstances? Allez dire ça à la gendarmerie. Est-ce que ça porte atteinte à votre position en tant que potentiel opposant ou opposant avéré ou opposant challenger sérieux du président Macky Sall? Mais ce que dit on hurle tout de suite, on pousse des cris d'orfraie. Ah non, je suis protégé par mon immunité. Oui, c'est ce que dit Ousmane Sonko, parce que attendez, il est député. Attendez, non mais le fait d'être député ne vous met pas au-dessus des lois. Bien sûr, l'immunité des députés. On ne le convoque pas n'importe comment. C'est pas une gendarmerie sans qu'on lève son immunité qui va convoquer le député qu'il est. Bon, alors la plupart du temps, vous voyez, quand les choses sont nettes et qu'il n'y a rien à se reprocher, on n'invoque pas l'immunité. Vous comprenez? C'est-à-dire, à toutes les fois qu'il y a grabuge et qu'on invoque l'immunité, c'est que quelque part, on se reproche quelque chose. Parce que dans une affaire de mœurs comme ça, bon, je ne sais pas du tout comment les faits se sont produits, mais l'enquête doit aller vite pour établir au moins certains faits. Si on attend de faire la procédure de levée d'immunité, bon, qui est en cours actuellement, avant de déférer à une éventuelle convocation pour un interrogatoire, beaucoup de choses, beaucoup de preuves peuvent se dissiper. C'est la raison pour laquelle, quand vous posez ce genre d'acte,
forcément, vous êtes suspect, plus suspect encore. Vous souvenez-vous, pour des affaires de mœurs aussi, quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn, qui était l'opposant le plus redouté par le pouvoir Sarkozy, s'est trouvé dans une affaire de mœurs. Est-ce qu'il a invoqué une immunité quelconque? Diplomatique, par exemple, quand il a été arrêté à l'aéroport JFK? Non. Bon, c'est une autre histoire. Mais quand même, je dis, il faut que nous comprenions que l'immunité dont jouissent les représentants étatiques ou au moins les députés, elle avait une vocation qui était justement de les protéger contre les abus éventuels d'un autre pouvoir. Mais pas pour les mettre au-dessus des lois et créer en leur faveur des circonstances qui rendent plus difficile l'aboutissement d'une enquête. Donc, venir dire, non, je suis protégé par l'immunité, donc il faut lever mon immunité d'abord. Alors, quand on va lever l'immunité, il ira, la queue entre les jambes pour aller répondre finalement au même gendarme qu'il a refusé de rencontrer quelque temps avant. On y gagne quoi? Mais ici, dans l'affaire, il y a quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que la masseuse qui porte plainte contre Ousmane Sonko, elle dit que le viol a été répétitif. Quand on suit on quand dit même qu'il y a eu usage d'armes. Oui. Okay. Alors on est quand même en droit de douter un peu de ces accusations, dans la mesure où on est en face d'une majeure qui a pour profession d'être une masseuse, qui vient chez son client et qui dit que j'ai été violée à plusieurs reprises, donc elle n'a jamais eu à porter plainte, et patatras, elle se lève un beau matin et dit je veux porter plainte. Écoutez, non, ça, si vous voulez, de ma position d'avocat, parfois pénaliste, je peux vous dire que pour qu'une femme aille déposer plainte à la suite d'un viol, il lui faut être armé d'un courage parfois astronomique. Parce que c'est pas toujours évident. Vous avez dit tout à l'heure, elle fait profession d'être masseuse. Masseuse, pardon, ça veut pas dire prostituée. Bien sûr. D'accord ? La prestation de massage est une prestation qui, quand elle se déroule dans les conditions professionnelles ordinaires, convoque beaucoup de décence. Alors, quand ça dérape, alors on n'est plus exactement dans la situation de la professionnelle de massage. On devient professionnel du sexe. D'accord ? Alors, il y a des salons de massage où on propose plusieurs services. Dans ce cas-là, on peut fermer le salon de massage pour cause de proxénétisme. D'accord ? Donc, quand une femme n'a pas porté plainte la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ça veut dire qu'elle consent tout le temps. C'est ça ? Hypothétiquement. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on consent toujours. Et si, une fois, elle a peut-être été d'accord 20 fois auparavant, si cette fois-là, elle dit non, ce non doit être entendu comme, si vous voulez, une opposition radicale à aller au-delà de ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire son massage. Mais dire, parce que c'est une masseuse, parce que, bon, elle-même dit que c'est pas la première fois, et comme elle n'a pas porté plainte les autres fois, donc ça, cette fois-ci, on comprend pas pourquoi, donc potentiellement, ça innocente celui qui est accusé, dit non, c'est très mal connaître aussi la psychologie d'une personne victime de harcèlement sexuel et de viol. Mais les chances que ce soit, ou je ne sais pas, les possibilités que ce soit aussi une affaire purement politique ne sont pas à exclure. Écoutez, on a dit la même chose dans l'affaire de Nafissatou Diallo. Oui. On l'a dit. Jusqu'aujourd'hui, on a des doutes. On ne sait pas si elle a été violée ou non. Il y a des thèses. Non, qu'elle a été violée, ça oui. Personne ne l'a démenti encore. Non, même M. Strauss-Kahn ne l'a pas démenti. Elle dit qu'il y a une relation sexuelle. Pour lui, elle est consentie. Bon, c'est tout. C'est bien là toute la question. Mais cette affaire n'a pas connu d'issue judiciaire aboutie parce qu'il y a eu un accord avec le parquet. Bon, mais on a dit que c'était les services secrets les services secrets français qui avaient manigancé la chose. Il y a des livres qui ont été écrits dessus, il y a des thèses qui circulent sur Internet et partout. Pas de thèses universitaires que je sache, mais des thèses farfelues qu'on lit sur les réseaux sociaux aussi sur cette affaire. Donc oui, mais les gens toujours voient le mal partout
Et forcément, ils vont dire, mais oui, c'est une affaire politique. Bon, il faut qu'on apporte la preuve de l'implication politique. C'est tout. Et je dirais, pour terminer, que quand on est un homme politique, dans une certaine position, il faut faire attention à ce qu'on fait. Pardonnez-moi, on ne va pas trousser la première masseuse qui vient quand on veut devenir président de la République. Quand on veut devenir président de la République, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec la première citoyenne qui vient et qui a porté de sexe. Voilà. Mais c'est aussi comme si n'importe qui peut se lever et porter des accusations. Il se peut même que cette dame soit en train de mentir, mais si rien ne s'est passé entre eux. C'est pour ça que je dis, si c'est comme ça, la première chose à faire, c'est laver son honneur en disant, mais écoutez, non, mais je fais fi de mon immunité, j'y vais. Parce que, écoutez, monsieur le gendarme, monsieur le policier, voilà comment j'ai connu cette femme, voilà comment les choses dont elle parle se sont passées, et jamais il n'y a eu... Mais vous pensez que, sous le couvert de son immunité parlementaire, on irait quand même le mettre en garde à vue? Non, du tout. Alors, au moins qu'il réponde, et qu'il se défende directement. Mais maintenant, ce cinéma-là, pour après, une fois l'immunité levée, parce qu'elle sera, y aller, en fin de compte, on a gagné quoi? C'est pour ça que je dis, c'est une question d'essence. Et dès lors que vous commencez à invoquer ce genre de privilège pour vous protéger, on a l'impression que vous êtes probablement coupable. C'est ça le plus gênant, et c'est ce qui est dangereux pour sa ligne de défense. Si les choses sont aussi claires dans sa tête, il n'avait qu'à aller dire non, cette femme est une menteuse, et à ce moment-là, l'enquête démontrant qu'elle a menti, elle sera poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Vous comprenez? C'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que, bon, je ne peux pas, ne connaissant pas plus le dossier, avoir un avis tranché, mais je pense, en tant que simple citoyen, que quand on est sous le couvert d'une immunité de quelque sorte que ce soit, ça ne veut pas dire qu'à tout propos, il faut sortir l'immunité. Quand c'est une affaire personnelle, on ne va pas dire je suis protégé par mon immunité. Attendez, on a vu le cas une autre fois. Un ambassadeur roulant à une vitesse quasiment délictuelle, d'accord, a causé la mort de quelqu'un. Les faits sont simples, clairs et précis. On dit, on va procéder à une enquête. Dit non, je suis couvert par mon immunité diplomatique. C'est pour ça qu'on a créé l'immunité diplomatique. Quand vous conduisez votre voiture à une vitesse complètement délictueuse et que vous tuez quelqu'un, on invoque l'immunité diplomatique pour ça. Ça, c'est abusif. Bon, voilà. C'est un peu ça ce que je dis. C'est-à-dire que, si vous voulez, toutes les fois qu'on en abuse, on n'en sort pas grandi. C'est-à-dire que là, ici, c'est une question d'honneur. Et l'honneur est abîmé par ce comportement et cette défense frontale, comme ça, sous le couvert de l'immunité. C'est tout ce que je dis. Deuxième sujet, nous sommes du côté du Congo. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, va affronter 7 autres candidats à la présidentielle du 21 mars. Les candidats sont 8 au total. Les noms sont transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. C'est ce qu'explique donc le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur à 77 ans. Donc, le président Sassou Nguesso est le doyen des candidats. Sassou Nguesso, candidat, mais tout ça, finalement, dans le Congo d'aujourd'hui, il ne se lasse pas de la présidence. Apparemment, il y en a qui sont en état d'addiction du pouvoir, et je crois qu'il a sur eux un effet narcotique. Bon, je sais pas, j'ai rien contre lui, mais je trouve que il aurait gagné à s'abstenir cette fois-ci. L'histoire aurait retenu de lui avec un panache. Beaucoup plus de bien que de mal, mais à persister comme ça, à un moment donné, on s'expose à ce que l'histoire, dans son jugement, vous dévalue, c'est tout. Et dévalue vos mérites. En même temps, dans les noms des autres candidats, il a toutes les chances de l'emporter à nouveau. Ah oui, c'est toujours le problème. Il est au pouvoir, il a l'avantage de l'exercice.
il a les moyens de l'État pour se défendre. Et le simple fait d'être le président en exercice lui donne une exposition médiatique et même psychologique très avantageuse. Et l'opposition venant en rang dispersé. Parce qu'après tout, si le fait de s'opposer se limite à pourvu que ce soit moi et plus lui, l'opposition en elle-même est dépourvue elle est dépourvue de vocation et de sens, voyez-vous, parce que s'il y a 7 personnes en face d'un Sassou Nguesso qui ont chacun un électorat supposé, qui va d'abord au premier tour se porter sur leur nom, mais les suffrages sont dispersés pour l'opposition. Donc forcément, Denis Sassou Nguesso est de fait mathématiquement en position de l'emporter par rapport à tout cela au premier tour, parce que je crois savoir que le premier tour c'est à la majorité relative. Non, il n'y a pas de deuxième tour, c'est à la majorité relative, non, c'est ça. Donc bon, s'il a le plus fort pourcentage d'électeurs, il l'emportera. Donc vous voyez, à chaque fois c'est le problème que nous avons dans beaucoup de pays d'Afrique. On ne sait pas faire corps, faire masse par rapport à un pouvoir ancien qu'on veut déboulonner. On y va toujours en rang dispersé et après on dit que c'est la fraude, c'est le fait de la fraude. Et c'est une musique qu'on a tellement entendue que maintenant, bon... Il y a l'épiscopat congolais qui s'est récemment dit inquiet quant à la transparence de la présidentielle. Elle a toujours dit ça. C'est pas la première fois. À chaque élection, l'épiscopat congolais dit la même chose, que ce soit au Congo RDC ou au Congo Brazzaville. L'épiscopat a toujours eu on va dire la même posture, en exprimant un doute, une inquiétude, bon, pour prévenir les conflits, etc. Il faut que l'élection soit libre, transparent, équitable. Bon, oui, c'est des vœux pieux. Tout le monde veut ça. Donc que l'épiscopat le dise ou pas, mais vous savez, dans la conscience, parfois il y a des situations qui sont telles que, vous savez, même le fœtus dans le ventre de sa mère, quand il entend toutes les tribulations que sa mère est obligée d'endurer avant sa naissance, même le fœtus, si vous lui demandiez s'il avait la parole, il vous dirait oui, moi aussi je suis d'accord pour que ce pouvoir-là s'en aille. Oui, même les fœtus votent contre. Mais maintenant on vient nous dire on a peur que ce soit... Et on fait quoi? On fait quoi? Après avoir dit ça, l'épiscopat congolais propose quoi? Rien. Rien, ouais. Vous voyez? Rien. Donc, bon, c'est des vœux pieux, et puis bon, ça alimente à peu près le débat d'avant-scrutin, c'est tout. Ce qui est quand même frustrant avec ces gens de présidents qui s'accrochent, peut-être s'accrocher, on dira que c'est une chose, mais autant qu'ils fassent bien leur job, parce que quand on regarde le Congo, 118e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de presse, 70% des recettes, enfin, je parle de la corruption, de la dilapidation des deniers publics. C'est un pays qui est champion, qui a même réussi à cacher un certain nombre de chiffres au FMI et autres. Bon, ils veulent s'accrocher au pouvoir, c'est une chose, mais qu'ils gouvernent bien. Et ça leur manque, justement. Ben. Oui, enfin, je ne vous le fais pas dire. Mais écoutez, oui, qu'ils gouvernent bien, c'est le minimum qu'on attend d'eux. Mais bon, comment pensez-vous que depuis tout ce temps, Monsieur Sassou Nguesso a encore des partisans aussi nombreux? Et c'est pas nécessairement ceux qui ont autour de la mangeoire, hein, du tout. Il y a des gens qui fanatiquement voteraient Sassou. Jusqu'à leur mort, et même mort, ils voteraient Sassou encore. Et donc, demandez-vous pourquoi. Voyez-vous, ça se passe à peu près partout de la même manière. Et après, on vient dire qui gouverne bien. Eux, ils pensent qu'ils font très bien. Hein. Honnêtement, quelqu'un disait le pouvoir use. Il use ceux qui le subissent. Mais ceux qui l'exercent, ils les usent pas. Voyez-vous, c'est toujours le problème. Donc nous, on pense que ça use, et on pense qu'ils font mal leur travail, mais eux sont persuadés qu'ils sont des génies
et qu'en dehors d'eux, personne ne peut être à la place pour faire mieux qu'eux. Hein. Ils en sont persuadés, et je crois quasi religieusement. Donc, vous voyez, le pouvoir pour eux est sacré, et ils l'exercent avec une énorme jalousie. Dernier sujet, nous parlons maintenant des États-Unis. On va évoquer le procès en destitution que risque Donald Trump. Je m'amuse quand je regarde, quand on parle aujourd'hui de procès en destitution, Donald Trump n'est plus au pouvoir. Alors ça pose toute la question. C'est vrai que le Sénat a validé hier la procédure, mais il n'en demeure pas moins que la légalité de la procédure interroge. Non. Écoutez, non. Il faut qu'on comprenne bien les choses, et je pense qu'ici, ça ne peut pas être qu'un débat sémantique. La Constitution américaine, qui est la base de cette poursuite, n'a prévu que l'impeachment d'un président de la République, enfin d'un président des États-Unis. Et on sait ce qu'est un impeachable offense. Et ce qui s'est passé le 6 janvier constitue un impeachable offense. Donc, on ne peut pas lui donner une autre qualification que impeachment, c'est-à-dire destitution. En français, destitution. Donc, dès lors que les faits se sont produits pendant le mandat, on ne peut appliquer procéduralement que les dispositions de la Constitution sur la destitution d'un chef d'État. On ne peut pas faire autre chose. Donc, si même il n'est plus en fonction pendant que le procès a lieu, dès lors que les faits qui ont été commis pendant son mandat, c'est-à-dire pendant le cours du mandat. Donc, la seule procédure applicable, c'est l'impeachment. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dévier procéduralement. Donc, quand on dit que c'est absurde parce qu'il n'a plus de fonction, non. Un chef d'État américain ne peut être poursuivi que dans le cadre d'un procès qui vise sa destitution. Voilà. Alors, dans ce cas, bien sûr, les faits se sont produits pendant qu'il était en fonction. Donc, juridiquement, on ne peut procéder que par l'impeachment. Il n'est plus en fonction aujourd'hui. Du coup, puisque la procédure d'impeachment doit donc aboutir, si elle passe, au cas échéant, donc, à sa destitution, il n'est plus en fonction. Ça aboutit à quoi? Bon, alors, on peut imaginer le scénario inverse. C'est-à-dire qu'au moment où les faits se sont produits, c'est lui qui est le président élu. Ça donne une réponse à votre question? Il reste donc le président qu'on cherche à... Maintenant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans la loi américaine d'autres possibilités, c'est-à-dire d'autres voies procédurales pour atteindre le président. Donc, quand il sera atteint, si il n'est pas acquitté, il y aura à ce moment-là une sentence qui va être prononcée en dehors de la destitution. Vous savez, c'est pas simplement symbolique. Hein. C'est arrivé si rarement, mais là, ici, c'est en train d'arriver 2 fois à M. Trump. La première fois aussi, il a échappé à cause de quoi? À cause de la politique. On n'a pas dit le droit, les sénateurs ont appliqué uniquement de la politique. Les présupposés qui ont amené à son acquittement la première fois n'étaient que politiques. Aujourd'hui, on est en train de menacer les sénateurs qui ont osé dire que le comportement de M. Trump était impeachable. On est en train de les menacer qu'on ne votera plus pour eux. Donc tous les autres, je le dis tout le temps, c'est pas au nom de la Constitution et pour la protection de la nation qu'ils vont voter contre. C'est parce qu'ils ont peur que leur électorat républicain ne les réalise pas, c'est tout. Donc, quand on est dans ce genre de configuration, on est vraiment en démocratie? Est-ce qu'on l'est? C'est une question intéressante, mais ça se passe pas au Gondwana, ça se passe aux États-Unis. Alors ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur les motivations des actes politiques. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, que risque Donald Trump? Il risque d'aller en prison un jour. Parce que, écoutez, les faits qui se sont produits sont quand même graves au point que 5 personnes sont mortes. Qui va
dire quelque chose à ces 5 personnes, à qui vont-ils s'adresser? Qui les a tués? En ce moment, les enquêtes balistiques sont encore en cours pour savoir comment, dans quelles circonstances, un tel est tombé sous la balle de qui, etc. C'est toujours en cours d'investigation. Vous savez, quand il y a un incendie, on cherche 2 causes. Une cause fortuite, c'est-à-dire il y a un incendie quelque part et le vent a transporté un tison qui est tombé dans une cour et puis ça a brûlé. Bon. Ou bien c'est un disjoncteur qui a pris feu dans un garage et puis le feu s'est propagé à travers les fils électriques et la maison a pris feu. Ou bien il y a l'incendie criminel, c'est-à-dire que le feu a été allumé par quelqu'un. Quand vous avez un président qui a perdu une élection, qui dit on m'a volé mon élection au peuple, on a volé votre élection, donc marchez sur le Capitole et qu'il marche sur le Capitole et qu'il y a mort d'homme. À qui voulez-vous qu'on demande des comptes? C'est ce que dit Donald Trump. Il n'a jamais dit marcher sur le Capitole. Il a dit ne faites pas preuve de faiblesse. Il faut défendre votre vote. Sans jamais dire ouvertement prenez d'assaut le Capitole. Ah, alors ne faites pas preuve de mollesse. Donc qu'est-ce qu'ils attendent par ça? Ils l'ont compris par antiphrase. Oui. Ils l'ont compris entre les lignes et à demi-mot. C'est tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché sur le Capitole. Quelques minutes après, qu'est-ce que la fille de M. Trump, c'est pas M. Trump même, hein, qu'est-ce que sa fille a tweeté? Bravo les patriotes. D'accord? Elle était à côté de son père quand elle faisait ça. Mais c'est pas fini. Quand ils sont allés, qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, Trump a dit « Maintenant, rentrez chez vous, je vous aime. » Comment? Il faut quoi encore pour que, enfin, le courage qu'ils ont eu pour prendre d'assaut le Capitole soit imputable à M. Trump? Soyons sérieux 2 minutes. Malgré tout, la probabilité que Donald Trump soit, j'allais dire, destitué... Elle est faible. Très, très faible. Elle est faible pour les raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, mais on a écoutez, quand vous avez des couards et des chic-molles au pouvoir, ben vous avez ce genre de situation. C'est tout. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas, excusez-moi, c'est vraiment trivial dans ma bouche, hein, mais ils n'ont pas les couilles de dire la vérité à Trump. Ils n'ont pas ces couilles-là, parce qu'il va les saborder pour leur réélection. Voilà. Donc, quand vous avez la réalité comme ça sous les yeux, et qu'on est en train de la tronquer, on appelle ça comment? C'est pas du courage politique, et c'est la raison pour laquelle je suis malheureux devant ce spectacle lamentable où une justice qui a tous les moyens de s'exercer, ne s'exercera pas pour des motifs politiques. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir. Voilà, nous passons maintenant à la pause et on revient après le journal pour Regard Croisé.